Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, une démarche à la fois originale et salutaire, celle d'un inspecteur d'académie qui s'adresse directement aux familles gitanes pour leur dire de scolariser leurs enfants. Il s'appelle Frédéric Miquel, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire de France à l'occasion de l'expo événement que l'Atelier des Lumières consacre aux Gaulois les plus célèbres, Astérix et Obélix. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Spaghetti, bucatini, ravioli, d'un mot pasta party. Allez, la quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Frédéric Miquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur d'académie chargé d'une mission qui s'appelle Scolarisation des enfants de familles gitanes, mission propre à l'Académie de Montpellier. Et vous publiez aux éditions Champ Social, Notre école appelle à ceux qui lui manquent, sous-titre à la rencontre des familles gitanes. Ce livre, vous avez choisi, quand on le lit, c'est frappant, vous vous adressez directement à ces familles. Pourquoi ce choix ? Alors c'est vrai que c'est une des originalités de ce livre. Souvent, nous parlons des familles gitanes, et plus généralement des familles précarisées ou des familles de l'école. Et là, je pense qu'il est important aussi de s'adresser directement à elles, parce qu'elles sont directement concernées, elles sont les premières concernées, et que plutôt que de parler d'elles, plutôt que de parler en théorie de ce qu'elles sont dans l'école, il est important de faire bouger les lignes avec elles. Il y a quelque chose de la main tendue dans ce bouquin aussi, voilà. Non ? De la part, alors au-delà de votre personne, de l'éducation nationale, de l'institution. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle finalement l'alliance éducative. Et cette alliance se développe de plus en plus, et il faut la prendre au sérieux, en allant au-devant des familles, et en particulier de celles qui sont les plus réticentes à l'égard du projet scolaire. Point de vocabulaire, vous le faites dans le livre, distinction entre les Roms, les Gitans, les Tziganes, vous dites souvent dans le langage courant, on les mélange. En fait, on ne parle pas des mêmes populations. Non, là, dans l'Académie de Montpellier, dans le sud de la France, plus précisément, on parle des Gitans, c'est-à-dire des populations sédentarisées, mais qui appartiennent au grand rameau tzigane venu en Europe à partir du Moyen-Âge et qui s'est diffusé un peu partout. Et en fonction des endroits, on va parler des Roms, venus de l'Europe de l'Est, des Sintis, des Manouches, etc. Là, lorsqu'il s'agit des Gitans, on parle bien de populations sédentaires du sud de la France, à ne pas confondre non plus donc avec les populations itinérantes que sont les gens du voyage. Les gens du voyage, voilà. Donc ils sont sédentaires, donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas envoyer les... Quand je dis il n'y a pas de raison, pour les gens du voyage non plus, ils devraient pouvoir également mettre leurs enfants à l'école, mais on peut concevoir que c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, en l'espèce, ils sont sédentarisés, donc il y a une école, un collège, un lycée de quartier qui normalement sont censés les accueillir. J'ai cherché des chiffres en préparant cette émission, notamment sur le site de votre ministère, sur la scolarisation ou la non-scolarisation de ces enfants-là, j'ai eu du mal à trouver. Oui, tout à fait, puisque notre Constitution interdit les recensements ethniques. Et c'est une bonne chose par ailleurs. Mais là, en l'espèce, c'est pas super. En l'espèce, je pilote, grâce à ma rectrice, une mission qui parle justement des familles gitanes. Et cette mission existe depuis 2009 dans notre académie. Elle a été mise en place par l'inspection générale et la rectrice de l'époque. Ça veut dire que, comme disait Camus, finalement, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Eh oui. Et que, certes, il y a dans les sociétés gitanes, parlons au pluriel et n'essentialisons pas, de grandes diversités d'approches à l'égard de l'école, mais que malgré tout, il y a une tendance à l'absentéisme, une tendance au refus scolaire, pour des raisons qu'on va peut-être aborder. Bien sûr. Mais je crois que c'est important de se dire que notre approche, elle est pédagogique, elle est celle des besoins éducatifs particuliers de ces élèves comme de tous les élèves qui ont droit à l'école dans notre République, mais que si on ne tient pas compte tout de même d'un certain nombre de représentations liées à une histoire, liées à des cultures, on passe à côté de la réponse. Et on passe à côté du sujet. Alors, quelles raisons avancent ces familles que vous rencontrez régulièrement pour parfois ne pas obliger les enfants à aller à l'école ? Alors, ces raisons, elles sont parfois partagées d'ailleurs par d'autres publics. Elles sont souvent liées à la précarité, à des conditions sociales qu'il ne faut pas nier. En revanche, je dirais que ces raisons sont résumables en un mot, c'est la peur. Peur parfois de la mixité, notamment quand on arrive au collège, et que dans l'école primaire, on a vécu dans l'entre-soi. Peur pour certaines... Alors on parle de mixité sociale, on ne parle pas de mixité garçon-fille. On parle oui, mixité sociale, ouais. Mixité scolaire, un grand thème actuellement dans notre éducation nationale. La peur aussi d'être finalement dégitanisé. C'est un mot important qui consiste à penser que l'école va peut-être heurter des valeurs qui sont celles des groupes et des groupes communautaires. C'est le fameux conflit de loyauté que l'on peut ressentir
lorsqu'on va à l'école et que les valeurs ne sont pas toujours, je ne dis pas toujours, identiques au discours qu'on peut entendre par ailleurs. Peur aussi, quand on est en retard scolaire, eh bien de rencontrer cet échec, notamment avec des camarades du même âge. Peur des discriminations. Vous savez, en France, l'antiziganisme est beaucoup moins combattu que l'antisémitisme, etc. Et il est important quand même de le souligner, ce que nous faisons constamment avec les associations gitanes avec lesquelles nous travaillons. Donc toutes ces peurs auxquelles il faut ajouter la peur du déracinement, la peur de la séparation aussi, mais que connaissent d'autres familles, entraînent plus facilement une forme de méfiance, une forme de rejet dans un certain nombre de cas de l'école. Et vous dites néanmoins, alors ça c'est ce qui vient des écoles, mais vous dites aussi que finalement, du côté de l'éducation nationale, il n'y a pas toujours, alors apparemment il y a à Montpellier, et notamment grâce à votre action, mais il n'y a pas toujours, finalement on laisse un peu faire, les sanctions ne sont jamais vraiment appliquées, les familles le savent d'ailleurs, et donc on vit avec. C'est ça, au lieu de faire avec, au sens volontariste et collaboratif, on fait avec parfois, au sens fataliste. Mais ceci dit, je comprends tout à fait cette réaction. Je ne jette pas la pierre. Il existe des lois, des sanctions progressives, impliquant les équipes, impliquant les directeurs académiques, impliquant les procureurs. Mais c'est très long. C'est très long. Et souvent, ces dialogues-là, patauges, entraînent un certain nombre de renoncements, et même de la part des équipes, qui ont bien d'autres choses à faire. Donc, il est important d'aller jusqu'au bout. Et mon livre, il est aussi là pour soutenir, pour encourager toutes ces équipes. Mais par rapport à cela, il est aussi important d'expliquer et de rencontrer les familles pour mieux comprendre, mieux agir. Vous assimilez en tout cas tout cela à de la maltraitance vis-à-vis de ces enfants, de même qu'il est scandaleux de laisser quelqu'un dormir dans la rue avec tous les risques courus, qu'il est indigne de ne pas alimenter quelqu'un. On n'a pas le droit de refuser l'école et l'instruction. Fin de citation. Alors on ne la refuse pas, mais la main peut être encore plus tendue et plus régulièrement tendue. C'est essentiel. Dans la pyramide de Maslow, ces besoins viennent assez loin finalement. Mais l'école, elle est au centre. Les besoins culturels sont au cœur. Et finalement, si les conséquences étaient aussi dramatiques que l'absence de nourriture ou de toit, je pense qu'on sera encore plus volontariste. Mais encore une fois, on l'est quand on essaie de s'occuper de tous les enfants. L'égalité des chances, l'école inclusive sont des mots et des réalités qui doivent encore être poursuivis, accomplis. Mais en tout cas, c'est important d'avoir en tête que ne pas aller jusqu'au bout dans l'aller vers les familles pour qu'elles reviennent à l'école pour de bonnes raisons, parce que c'est leur école, c'est quelque chose qu'il faut combattre, même en nous-mêmes, et moi le premier. En s'adressant à la Gitanie, Frédéric Miquel nous dit en réalité ce que devrait être notre école, et il répond à la question que se posent en fait tous les enfants. Pourquoi faut-il aller à l'école? Voilà ce qu'écrit Philippe Mérieux en préface de Notre école, appel à ceux qui lui manquent à la rencontre des familles gitanes. Le livre vient de sortir aux éditions Champs Social, et on retrouve Frédéric Miquel pour continuer à en parler. On va notamment parler des solutions juste après l'anti-sèche. Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous nous offrez aujourd'hui une plongée dans l'univers d'Astérix, au sens propre comme au sens figuré. Oui, on part ensemble à l'Atelier des Lumières, c'est dans le 11e arrondissement à Paris, avec Astérix, le voyage immersif. Et pour que vous ayez une petite idée de ce qui vous attend, regardez. Alors, nos Gaulois préférés fêtent leurs 65 ans et pas une seule ride. Je me suis rendu justement à l'Atelier des Lumières et des baffes, on en prend avec la lumière, le son, les images, tout est fluide, tout est beau. C'est un beau voyage qui vous attend. Et pour en parler, j'ai rencontré Patrick Vuitenez. Il est directeur artistique justement de cette exposition, enfin Astérix, le voyage immersif. Alors, que vont retrouver les néophytes et tous ces inconditionnels de notre moustachu préféré? Écoutez sa réponse. L'idée vraiment, c'est de faire une exposition
c'est pas vraiment le terme, on dirait une création vraiment originale, parce qu'on a vraiment une trame narrative, ce qu'on n'a pas d'habitude dans les autres expositions qui sont beaucoup plus thématiques. Et dedans, en fait, on se sert d'un prétexte, donc la capture de Panoramix, pour lancer nos deux héros à l'aventure dans un grand voyage où ils retournent en fait dans les albums où ils ont déjà été, des albums, à la recherche de Panoramix. Évidemment, on se sert de ça comme excuse pour pouvoir rajouter énormément de références. Pour Albert Uderzo, on a juste agrandi les images, les personnages. Pour René Goscinny, par contre, on s'est vraiment servi de ces bulles. C'est ça qui était intéressant pour recréer des gags, des situations comiques à travers toute l'histoire. Et évidemment aussi une narration qu'on a rajoutée avec des cartouches. Parfois, on a dû écrire quelques cartouches qui ont été validées évidemment par les ayants droit pour suivre du début à la fin tout leur voyage. Alors, plus de 3000 mètres carrés d'espace, vous allez tout simplement voyager des plaines de la Gaule, bien évidemment. On va partir également en hispanique, l'ancienne Espagne, ou encore les terres brumeuses de la Grande-Bretagne et les pyramides d'Égypte, avec un petit clin d'œil notamment à Astérix Mission Cléopâtre, qui a été un carton notamment dans les salles obscures. Justement, Astérix chez les Bretons, Astérix aux Jeux Olympiques, ou encore Astérix dans les Indes. Voilà ce qui vous attend. La Gaule, un univers qui attire encore et toujours aujourd'hui. La Gaule et les Romains, on va dire, c'est juste deux éléments. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens vont retrouver. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a conçu l'exposition, à partir d'un imaginaire collectif en rassemblant tout ce qui fait l'essence d'Astérix. Évidemment, la Gaule, c'est là où ça se passe, on connaît tous. Même cette image avec le SPQR qui se plante dedans, les méchants conquérants contre les bons résistants, il y a quelque chose vraiment d'universel là-dedans. Et pour accompagner ces images, il fallait bien évidemment une bande-son adaptée. Quelle est-elle, justement, cette bande-son? Écoutez. La bande-son, en fait, qui accompagne cette expérience immersive, elle est extrêmement riche aussi, très éclectique, parce que vous avez de la musique classique, de la musique de rock, la musique de films, de jeux vidéo. On pourrait se dire que ça colle pas du tout, mais croyez-moi, quand vous écoutez vraiment ça, vous vous dites « Ah, mais bien sûr !» Donc les gens qui connaissent, ils vont forcément avoir quelque part dans leur tête une référence, parce qu'on a mis du Dvorak, on a mis du Krieg pour le classique. Dans les films, vous avez du Conan le Barbare, du Ben-Hur, du Hook. Alors, on dirait du The Mask, on se dirait « Mais comment ils ont réussi à mettre ça ?» Et pour encore plus de Gaulois, le trio légendaire composé d'Astérix, Obélix et Idéfix vont faire leur rentrée. Et on fait leur rentrée d'ailleurs, c'était hier, c'était au musée Grévin. Leurs statues de cire sont donc à découvrir. Et puis pour celles et ceux qui nous regardent peut-être en province, rassurez-vous, cette expérience, elle va voyager. On en parlait justement, les Baux-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, elle va s'y rendre. Et puis ce sera du côté de Bordeaux, on imagine au bassin des Lumières, on en avait parlé. En tout cas à Paris, c'est jusqu'au 5 janvier de l'année prochaine. Donc vous avez encore un peu le temps. À l'atelier des Lumières, Paris 11. Merci beaucoup Guillaume d'avoir ressusciter nos Gaulois préférés. Notre école appelle à ceux qui lui manquent à la rencontre des familles gitanes. C'est aux éditions Champ Social, un ouvrage signé Frédéric Miquel. Il est l'invité du Grand Oral. La suite. Frédéric Miquel, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser au cas de ces familles, au cas de ces enfants ? D'abord, c'est une de mes missions, parmi d'autres, en tant qu'inspecteur d'académie. Oui, pardon, mais vous y mettez un peu... Je ne veux pas dire que les inspecteurs d'académie ne mettent pas de cœur dans leur mission, mais là, vous y mettez du cœur particulièrement, parce que quand même, le bouquin, oui. Je pense que vous l'avez fait sur, sur les vacances et les soirées. Bon. Exactement. Mais je pense que ce qui est important, c'est que l'école de tous soit véritablement incarnée, et notamment dans ses marges. Je pense profondément, pour travailler aussi avec les enfants des bidonvilles, les enfants roms notamment, et d'autres, que en fait, ce sont les marges qui nous font aussi avancer, qui nous interrogent. La résistance et la réticence des élèves les plus en difficulté, plutôt que d'entraîner une forme de conflit ou de refus de notre part, doit nous interroger véritablement sur les fondements de l'école et doit nous faire avancer. Et c'est la raison pour laquelle c'est passionnant de travailler avec les familles. J'irais même jusqu'à dire que je les en remercie de ce point de vue-là. Ce qui est important à dire quand même, c'est que même dans les... Vous le citiez un petit peu en première partie d'entretien, mais même dans les écoles réservées... Alors réservées, il n'y a pas d'école réservée aux gitans, mais dans des écoles de quartier où la population est très majoritairement d'origine gitane, donc on va dire que c'est aux écoles où il y a une majorité d'enfants gitans, il y a aussi des questions d'absentéisme. Donc en fait, le problème, c'est pas juste, comme vous le disiez, d'aller dans un collège où on a peur d'être, je mets tous les guillemets de la terre, dégitanisé, ou d'aller affronter un enseignement au lycée pour lequel on se sent hyper fragile parce qu'on n'a pas le niveau. Là, c'est quand même dès le début, quoi. L'extrême homogénéité des écoles dites gitanes, parce que le secteur le veut, ça, voilà. Parce qu'il n'y a pas sinon d'école gitane ni de classe gitane dans l'école inclusive, est une grande difficulté et vécue souvent aussi, non pas comme une sécurité par les familles, ce qu'on pourrait croire, mais comme une forme de ghettoisation. Et par conséquent, comme une cause supplémentaire à l'absentéisme.
Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et par rapport à cela, malgré tout, l'idée d'une plus grande mixité est vraiment essentielle. Et elle reste absolument fondatrice. Vous citez dans l'ouvrage plusieurs exemples encourageants de rescolarisation d'enfants gitans, donc ça peut marcher. À quelles conditions? Est-ce qu'il y a une sorte de, de boîte à outils, de bons gestes à faire? Alors, mon équipe, nos équipes, les partenaires travaillent, je dirais, autour de trois axes qui font leurs preuves. Croyez-moi, ils font leurs preuves. D'une part, l'application de la loi, qui vaut pour tous, et dont le défaut est une forme de relégation supplémentaire. Donc appliquer la loi et aller jusqu'au bout en l'expliquant. Le deuxième élément appliquer important... la loi, pardon, ça veut dire sanctionner en cas de non-scolarisation, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça, tout à fait. voilà. Mais ce qui suppose, d'expliquer au préalable, bien sûr. D'expliquer les commissions éducatives. L'intérêt, c'est tout le dialogue qui précède. En fait, sûr. Le but du jeu, c'est de ne pas arriver à la sanction, on le redit. Mais, bien sûr. En tout cas, ça permet... Et on rappelle que les allocations familiales ne sont plus enlevées pour défaut de scolarisation. Donc ça, c'est important. Il faut aller jusqu'au bout, très sérieusement, par respect pour les familles. Par respect, et non pas par opposition. Deuxième élément, c'est l'alliance éducative. Cette alliance éducative, elle doit nous pousser, nous, Éducation nationale, à aller vers les familles. C'est aussi une injonction très associative actuellement. Aller vers pour faire venir. Aller dans les quartiers. On développe des actions de médiation, mais pas au sens où la médiation résout des conflits, au sens où elle est présente dans les quartiers, sur les lieux de vie des personnes. Et à l'inverse, il est bon que les personnes gitanes, ou plus généralement les personnes en grande précarité, soient présentes dans les écoles, en tant que représentants d'élèves, en tant que membres recrutés aussi. On essaie de recruter beaucoup d'AED dans les collèges gitans, des surveillants, qui ont des compétences pour l'être, et qui ont ce petit truc en plus, qui est la meilleure connaissance. Et ça, on l'a aussi... travailler depuis nos missions en Catalogne, de l'autre côté des Pyrénées. C'est important aussi que dans cette alliance éducative, on fasse une part aux cultures et aux langues. Et alors notamment la langue, parce que vous dites, là-dessus, il y a quand même un vide assez étonnant, parce qu'ils parlent certaines langues. Les enfants gitans, comme d'autres, les Mahorais et d'autres, sont français, sont francophones, mais leur langue première est, en l'occurrence, soit le catalan, qu'on parle d'ailleurs à Perpignan, même quand on n'est pas gitan, pour beaucoup, soit l'espagnol. Mais il faut tenir compte de ce patrimoine linguistique initial pour ne pas dire qu'ils ne comprennent pas bien le français, qu'ils parlent un catalan qui n'est pas celui de Barcelone, mais s'appuyer, comme on le fait pour les élèves allophones nouvellement arrivés, sur leur bagage linguistique, sur leur biographie langagière, pour acquérir les compétences en français langue seconde et en français langue de scolarisation. Vous parlez dans le livre de dispositifs spécifiques de soutien, de remise à niveau par petits groupes avec des professeurs spécialisés en plus d'une scolarité ordinaire adaptée. Et ça, c'est exactement finalement le troisième point. C'est le troisième pied du triptyque. Voilà, le point pédagogique, où il est important, et on le fait dans l'Académie de Montpellier, autant que faire se peut, de créer des dispositifs inclusifs sur le modèle d'autres dispositifs pour les enfants en situation de handicap, pour les élèves allophones, pour les élèves itinérants, où les enfants de familles gitanes et d'autres, qui ne sont pas éligibles à d'autres dispositifs, sont accompagnés par des professeurs spécialisés. Je donne un exemple. On a eu à Montpellier un grand retour de 2 quartiers vers l'école, vers le collège de secteur qui venait d'ouvrir. Grâce à ça. Grâce à la promesse d'une prise en charge. Et les élèves, depuis 2 ans, sont restés, apprennent à lire et à écrire alors qu'ils n'étaient pas scolarisés antérieurement. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'ils comprennent qu'on ne les laisse pas tomber, que ce n'est pas un piège, et qu'ils n'en perdent pas pour autant leur culture d'origine à laquelle ils sont attachés. Ils ne seront pas des exclus de l'intérieur, mais ce qui suppose aussi, et je le précise, que lorsqu'ils sont en classe ordinaire, et leur classe première dans le cadre de l'inclusion, ils puissent, autant que de besoin, être accompagnés par des adultes pour faciliter la différenciation pédagogique. Sinon, c'est une vraie souffrance pour les professeurs et pour les élèves. Par des adultes et par d'autres élèves. Vous insistez aussi beaucoup sur le rôle des autres élèves. Alors, il y a à la fois les autres élèves non gitans. Alors là, c'est un discours autour de l'inclusion et de faire société. Mais peut-être aussi autour des aînés qui, eux, ont, entre guillemets, les modèles de réussite, les rôles modèles, pour qu'ils aient un geste de solidarité envers les cadets. Il est important que les ambassadeurs, comme on dit, puissent porter une parole et un exemple. Et c'est vrai aussi pour les adultes qui ont réussi. Et je précise qu'il y a bien des gitans qui ont réussi. Il y a des gitans professeurs, des gitans avocats, même des gitans maires. Donc, on est loin des représentations habituelles. Mais en tout cas, il est important que cela donne un exemple à ces jeunes. À l'intérieur des classes, il est essentiel
que des jeunes qui ne sont pas gitans puissent aussi jouer ce rôle, pas forcément de tuteur, qui implique une asymétrie, mais en tout cas d'accompagnateur, de facilitateur pour une véritable mixité. On retrouve cette préposition « avec » qui est essentielle. Les familles aussi non gitanes ont un rôle à jouer pour que cette école soit celle de tous et pas simplement de leurs enfants. Et là, on retrouve les alliances éducatives. Mais vous avez raison de souligner que ça concerne à peu près, absolument tout le monde. Moi, je me souviens d'une édition de la journée du refus de l'échec scolaire qui a lieu chaque année, qui était consacrée précisément aux alliances éducatives. Ça ne parlait pas spécifiquement d'ailleurs des enfants gitans, mais de toutes celles et tous ceux qui ont des difficultés à accéder à l'école. Je vous cite encore, vous êtes capable d'accepter, alors vous, toujours, on a bien compris, ça s'adresse aux familles gitanes, vous êtes capable d'accepter le cœur ouvert, une religion qui se veut universelle, on parle de la religion chrétienne, ou du catholicisme même pour être plus exact, quitte à vous l'approprier en lui imprimant votre marque, et vous avez peur d'inscrire vos élèves à l'école du quartier. Alors ça, c'est assez marrant, j'ai trouvé comme argument, qui est de dire, voilà, vous êtes prêt à vous fondre dans un dogme universel et vous n'y voyez pas de problème pour votre identité. La République, ça peut marcher aussi, en somme. Oui, voilà. Alors le christianisme, sous toutes ses formes, est adopté par bien des familles gitanes. Et effectivement, pour moi, c'est un des aspects de l'espérance éducative, que de voir qu'il n'y a pas du tout de culture opposée à l'école, ni au vivre ensemble, comme on dit assez rapidement. En tout cas, cet exemple religieux montre bien qu'il y a depuis le début, depuis le Moyen-Âge, un dialogue constant entre les populations tziganes et les populations majoritaires. Et que cela, moyennant parfois quelques appropriations, va permettre un dialogue authentique. Quand on va au Sainte-Marie-de-la-Mer, 24-25 mai chaque année, on voit... Le grand pèlerinage, il faut le rappeler. Pèlerinage même européen. Celles et ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Et ce pèlerinage réunit à la fois des familles d'origine gitane, mais aussi des familles locales, des Bouches-du-Rhône, et puis des personnes des paillots. Les paillots, on l'a pas dit. Ce sont les non-gitans dans le sud de la France. Les gadgets, on dit aussi. Les gadgets pour les voyageurs, en tout cas. Ça. Et en tout cas, il y a une forme d'harmonie, en tout cas, de dialogue, de foi commune. Et cette foi commune dans la religion, je pense qu'elle est tout à fait transposable à l'école, comme on le voit par ailleurs dans les exemples qui réussissent. L'école religion laïque, alors. Voilà, tout à fait. Notre école appelle à tous ceux qui lui... vous auriez pu dire tous, mais bref. Ouais. Notre école appelle à ceux qui lui manquent à la rencontre des familles gitanes. C'est aux éditions Champs Social, signé Frédéric Miquel, inspecteur d'académie dans l'académie de Montpellier, chargé de cette mission autour de la scolarisation des enfants gitans. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. On pousse maintenant les portes de la cantoche, parce que, comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec Sandra Ferreira. Plateau repas, pasta party au menu. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas, c'est notre rubrique consacrée à la diététique et à la nutrition. Les Français consomment en moyenne 9 kilos de pâtes par an et par habitant. On est très loin derrière les Italiens, c'est 23 kilos. Mais on va quand même faire, grâce à vous, un petit point sur les pâtes. Et là, sentez déjà l'origine des pâtes. Vous aimez bien faire de l'histoire. Un petit peu, histoire de se rappeler que l'origine serait la Chine. Et ça serait Marco Polo d'ailleurs qui les aurait ramenés en Europe, plus précisément à Venise, effectivement, à la fin du XIIIe siècle. Sauf que il y a des recherches récentes qui ont dit qu'il y aurait des traces en Mésopotamie et que finalement, ça pourrait être là-bas. Bon, le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit, les pâtes, c'est bon. Et c'est les Italiens qui en mangent quand même le plus. Il y a exactement. Une quantité invraisemblable de variétés de pâtes. Ouais, alors, moi, j'ai retrouvé à peu près 350 variétés différentes, mais je pense qu'il doit y en avoir plus parce qu'il y a un peu tous les textes qui se contredisent. Et chaque forme convient à des types spécifiques de recettes. Je vous donne quelques exemples. Je ne sais pas si je les cite tous pour se sentir bien en Italie, mais on a macaroni, tortellini, spaghetti, penne, coquillettes, ravioli, lasagne, crozet, vermicelle, vous m'arrêtez quand vous en pouvez plus, fusilli, capellini, rigatoni, farfalle, tortellini, bucatini, on ne va pas toutes les faire. Quand oui, voilà, etc. Gnocchetti. Et surtout, des radiatori. Oui, c'est extraordinaire. C'est quoi les radiatori? Ce sont des pâtes en forme de radiateur. Alors, je ne sais pas si on va voir l'image, mais en tout cas, ça a vraiment une petite forme de radiateur. C'est assez amusant. Et encore une fois, ça dépend... ils sont très inventifs, les Italiens. Ah bah oui. Ça dépend de la recette que vous voulez faire. Absolument. Ouais. Comment on veut que la pâte accroche ou pas la sauce, etc. Qu'est-ce qu'on choisit d'ailleurs comme type de pâte entre les complètes, les pas complètes, les semi-complètes? Alors, ce qu'on va choisir de préférence pour la santé de nos chers enfants et de nous d'ailleurs, sont plutôt les pâtes semi-complètes et complètes qui vont être meilleures pour la santé puisqu'elles sont plus riches en fibres, ce qui n'est pas
pas le cas des pâtes blanches. Et les pâtes blanches, elles, on rappelle qu'elles agissent un peu comme un sucre dans l'organisme. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais qu'à choisir, vaut mieux des pâtes semi-complètes ou complètes. Cuisson. Et la cuisson, si jamais vous cuisez des pâtes blanches, cuisez-les al dente. Bah oui, vous voulez faire comment? Ah bah il y en a sinon, qui les cuisinent en purée, hein, presque. Non, vous voyez ce que je veux dire. Al dente. Parce que ça le va être truc, beaucoup mieux c'est pour de la les santé. sortir 1 minute avant la fin, parce que le temps d'aller du feu jusqu'à l'égouttoir, et puis pendant qu'elles s'égouttent, elles continuent à cuire un petit peu. Oh là là. Pour les faire vraiment al dente, c'est 1 minute. Ouais, je vous donne mon truc. Les pâtes complètes, bon, ceci étant, c'est pas forcément le truc que les enfants préfèrent. C'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent. Les papas d'ailleurs. Oui, bah alors pour les papas et les enfants, l'idéal c'est de mélanger les deux. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Un peu de pâte blanche, un peu de pâte complète, semi-complète, et là ça marche bien. Il y a aussi d'autres pâtes qui sont très bonnes pour la santé, qui sont riches en fibres, sont les pâtes de légumineuses. Oui, les pâtes de lentilles corail, qui sont orange en plus, assez sympa. C'est rigolo. C'est assez rigolo, ça contient beaucoup de fibres, de protéines, on est vraiment bien, c'est rassasiant, et c'est intéressant aussi pour le microbiote intestinal, qui sont les bonnes bactéries du ventre, et on sait que maintenant elles jouent énormément sur l'état mental de tout le monde. J'ai voulu gruger mon enfance, que vous nous invitez souvent à faire, en glissant quelques rondelles de courgettes dans un plat de spaghettis, et l'enfant a compris la gruge, il enlève les courgettes. Qu'est-ce que je fais? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est important qu'on se le dise aujourd'hui, c'est de mettre, quoi qu'il arrive, dans l'assiette à votre enfant, même s'il n'est pas très légumes, les pâtes et les légumes. Donc c'est très bien d'avoir mis les courgettes. Ouais. Maintenant, il les a mis de côté, au moins elles étaient là, il les a vues. Avec un peu de chance, il a pris une pâte avec une courgette. Ouais, voilà. Mais si jamais il a faim, c'est surtout ça. S'il veut se resservir, ne pas lui interdire de se resservir des pâtes parce qu'il n'a pas mangé ses courgettes. Oui, sinon, on met le doigt sur quelque chose d'hyper négatif dans le repas. En revanche, c'est vrai que c'est bien de lui proposer de goûter. Goûte une petite courgette quand même. Il faut que ça reste convivial. Mais c'est important de le laisser se resservir d'autres choses, même s'il n'a pas fini son assiette. Le truc, ça peut être les pâtes colorées alors. Les fameuses pâtes aux légumes. Les pâtes aux légumes, là, orange, plein de couleurs. La problématique, c'est que, en théorie, ça pourrait être pas mal, parce que c'est fait avec un peu de purée de légumes ou avec de la poudre de légumes déshydratée, mais la quantité est tellement petite qu'on ne peut pas considérer ça comme un apport. C'est pas un fruit et légumes par jour. Non, on ne le considère pas. Le mieux, c'est de rajouter les fameuses petites courgettes. Bon, voilà, ça serait l'idéal. Ce qui est important quand même avec les pâtes colorées, Emmanuel, c'est qu'elles ont l'avantage quand même d'être rigolotes et qu'il faut que le repas... Enfin, c'est rigolo parce que c'est coloré, et donc c'est comme... C'est coloré. La langue, elle est partie. Et donc voilà, toujours pareil. Le repas doit rester un moment convivial, agréable pour l'enfant, des formes différentes, des couleurs différentes, les pâtes de légumineuses et puis de temps en temps des pâtes semi-complètes. Il faut que ça soit fait toujours dans la joie et la bonne humeur. La bonne humeur. Et puis allez, si on les a un petit peu fait revenir, les courgettes, un petit peu d'ail, un peu d'huile d'olive, un petit coup de poivre et tout, ça passe mieux quand même. Largement. Sandra, merci beaucoup. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. On va se restaurer. Merci à vous, Sandra. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Julie Orner au maquillage, Marine Plantec qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Alice Pitavi ou Théo Boscar. Je crois Théo Boscar en fait à la réalisation. Pardon. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et le Grand Oral est également accessible en version audio sur les principales plateformes de podcast.